À bientôt pour de nouvelles fictions du jeudi avec les professionnels du foie gras. 60 ans après la création de l'État d'Israël, alors que le conflit avec les Palestiniens fait toujours rage, de quoi débattent les Israéliens et comment voient-ils leur avenir? On en parle ce soir avec Avraham Burg, l'ancien président de la Knesset, dont le dernier livre a fait scandale en Israël, avec Avirama Golan, romancière à succès, Shlomo Sand, qui fait partie des nouveaux historiens israéliens qui remettent en cause l'historiographie officielle de l'État d'Israël, Gil Milaeli, journaliste à Haaretz, et Noam Ohana, qui vient de publier son journal de guerre. Ce sera juste avant et juste après le Soir 3, présenté par Marie Drucker. Et nous reviendrons sur le débat sur l'euthanasie qui va se poursuivre à un moment, semble-t-il, au lendemain de la mort de Chantal Sébir. Et puis nous parlerons à quelques semaines du 40e anniversaire de mai 68. Nous allons en parler dès ce soir, puisque nous verrons d'ailleurs que mai 68 a en réalité commencé bien avant le mois de mai. À tout à l'heure. A tout de suite. Si je vous dis qu'il y a un nouvel Activia. Activia Maxi Fruits, avec 40% de fruits cuits vraiment fondants, une couche onctueuse d'Activia brassée. Qu'est-ce que vous me dites? Encore. Activia Maxi Fruits, 40% de fruits et toujours actifs à l'intérieur. TGV propose tant de petits prix toute l'année. Avouez que ce serait dommage de ne pas en profiter. La prochaine fois, faites poser votre fenêtre par un vrai professionnel. Stories de France, des hommes de confiance. Notre Russie est malade. Voici venir l'orage, la tumultueuse fresque familiale de France 2. Nina Companès dévoile son histoire. Une saga en 3 épisodes avec Anouk Grimbert, Natacha Régnier et Anne Brochet. Voici venir l'orage en triple DVD et vidéo à la demande. Plus de motorisation diesel D4D Toyota, c'est moins d'émissions de CO2. Pendant les journées oxygène, faites un geste pour l'environnement et économisez 900 € plus 700 € de bonus écologique sur la Toyota Yaris Diesel. Dis-moi, mon tartine des oméga 3, il y en a dans notre cerveau? Oui, et c'est pour ça que c'est bon de lui en donner. Et on a Saint-Hubert oméga 3. Ah bah il y en a dans ta petite tête. Ah, ça va. Bon pour le cœur, bon pour le corps, bon pour l'esprit. Saint-Hubert oméga 3, merci les tartines. 6,50, 6,50, 6,50. MMA, c'est le bonheur assuré. MMA. Il y a la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a la joie. Dans le ciel par-dessus les toits, il y a la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a la joie. Partout, il y a de la joie. Badois, vous reprendrez bien un peu de légèreté. 7 personnes sur 10 se sentent plus légères après le repas avec Badois. Vous aussi, sentez-vous léger. Consommez Badois pendant 1 mois et soyez remboursé en bon d'achat Badois. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. En politique intérieure, d'abord, Monsieur Sonac dévoilera vendredi son très attendu plan pour la croissance. Une de ses prescriptions pour respecter les injonctions de l'Union européenne. Nous savons tous que Ce n'est pas à vous d'aller à Internet. C'est Internet qui doit venir à vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. En politique intérieure, d'abord. Minceur 24 Plus et Minceur 24 Plus Semaine. Mincissez le jour et la nuit. Et pour une action spécifique après 50 ans, découvrez Minceur 24 50 Plus. Forte Pharma.
Retrouvez Thalassa sur France 3 avec Corem, complément retraite mutualiste. Du spectacle au programme de Thalassa, les plus belles vues du monde sous-marin, à travers le regard de l'un des plus grands spécialistes de l'image subaquatique et de son histoire hors du commun. Vous partirez à la rencontre des baleines, des dauphins, des requins et même du Titanic, des séquences inoubliables du cinéma français. En mer Rouge, vous découvrirez également une cité en pierre de corail que l'on tente de sauver et un archipel oublié au paysage lunaire. Enfin, vous naviguerez dans le sillage de Bougainville pour explorer les merveilles des îles et des lagons polynésiens. La mer en spectacle, c'est demain à 20h50 dans Thalassa, sur France 3. Quel est le point commun entre Modène en Italie et l'orange? On les retrouve toutes les deux dans la délicieuse recette de vinaigrette maille au vinaigre balsamique de Modène et à l'orange. Maille, des recettes de vinaigrette que vous n'auriez jamais imaginées. Notre couple gagnant! On peut les applaudir, Sophie et Jean-Marc. Vous avez gagné une maison magnifique, la maison de vos rêves. Avec le salon, idéal pour recevoir, la chambre de star. Et enfin, le cœur de la maison, la cuisine. Ah non, la cuisine c'est nous et Schmitt. Oh, j'ai du mal à digérer. Buvez Saint-Yor, parce que c'est l'eau minérale la plus riche en bicarbonate. Saint-Yor est la plus efficace pour mieux digérer. Saint-Yor, la force minérale. Tout le monde cherche à économiser l'énergie. Avec Chouco, même les fenêtres y contribuent. Chouco, votre adresse pour les fenêtres, les vérandas et le solaire. www.chouco.fr. Tu vas voir, elle est très sympa, la maîtresse. Ah, alors, c'était comment hier soir? Ah, c'était beau. Tu peux pas savoir comme c'était beau. Imagine des filets de colin façon papillote cuisinés dans un petit jus au pistou. Faut absolument que tu goûtes comme c'est beau. C'est beau ce que tu dis. Bonjour. Bonjour. Avec des courgettes. Et tomates. Arrête. Magie façon papillote, c'est beau pour la santé. Magie, cuisinez-vous une vie meilleure. TGV propose tant de petits prix toute l'année. Avouez que ce serait dommage de ne pas en profiter. Minceur 24+, et Minceur 24+ semaine, mincissez le jour et la nuit. Et pour une action spécifique après 50 ans, découvrez Minceur 24-50+. Forte Pharma. Lisez-vous Newsy? Tendance, business, enquête, techno, guide. Avec le magazine Newsy, prenez un business d'avance. Je demande à ce qu'on m'aide à partir. Chantal Sébir était atteinte d'une maladie incurable et réclamait le droit de mourir dignement. Avec sa disparition, la douloureuse question de l'accompagnement en fin de vie est relancée. En France, la loi n'autorise pas le recours à l'euthanasie active. Il faut peut-être réfléchir et faire une autre loi. Mais quelles seraient les limites de ce cadre juridique? Questions et débats dans une édition spéciale. Demain à 23h20 en direct sur France 3. Bonsoir à tous. 1 million d'euros à gagner et même 10 fois plus grâce au multiplicateur. D'ailleurs, le voici. Il s'agit du 5. Si vous avez joué au multiplicateur, ce tirage peut donc vous faire gagner jusqu'à 5 millions d'euros. Alors bonne chance à tous pour ce nouveau tirage réalisé sous le contrôle d'Annecy Justice. Félicitations au joueur du Var qui a remporté au premier tirage 10 000 euros en cochant 8 numéros. Les 20 numéros gagnants sont les suivants. Le 21, 38, 56, 39, 20, 41, 37. Le numéro 7, le numéro 3, 26, 46, 29, 27, 35, 19, 54,
31, 40, 17 et pour terminer le 63. Ce soir, nous jouons ensemble pour un jackpot de 270 000 € et le numéro gagnant est le suivant, le 4, 40, 20, 85 et si vous avez joué au Joker Plus, eh bien il s'agit du 6, 313, 849. Excellente fin de soirée sur France 3 et à demain, sans faute pour 2 nouveaux tirages. Action! Retrouvez votre fiction du samedi soir sur France 3 avec Kézak. C'est bientôt le grand jour. Oh, ma Cécile! Cela devait être le plus beau jour de sa vie, le mariage parfait pour toute la famille. Tout ira bien, fais-moi confiance. Il va bien, François? Mais entre un futur mari un peu perdu... T'as dit quelque chose, Cécile? Je la trouve un peu tendue depuis qu'elle est arrivée. Et un bel inconnu. Je crois que vous prenez pas de clients cette semaine? Excusez-moi, je suis météorologue. Je m'occupe de... Météorologie? Oui, enfin, j'étudie la thermodynamique des nuages. C'est quoi le point le plus haut de la commune? Une pause s'impose. C'était un moment d'égarement, point final. Vous allez reprendre votre vie là où vous l'avez laissée? Vous mariez avec ce type? Dis-moi, je t'aime même plus. Quel sera l'heureux élu du jour des noces? Nuages, samedi à 20h50 sur France 3. Bonsoir, 60 ans après la création de l'État d'Israël, comment les Israéliens voient-ils leur avenir? De quoi débattent-ils en ce moment même? Mais c'est ce dont on va parler ce soir avec nos invités. Je vous présente Avraham Burg, vous êtes l'ancien président de l'Agence juive, l'ancien vice-président du Congrès juif mondial, l'ancien président de la Knesset, l'Assemblée nationale israélienne, et vous avez publié un livre, Vaincre Hitler, qui a suscité beaucoup de controverses en Israël. Vous y déplorez le virage ethnique et nationaliste qu'a pris votre pays, et le fait qu'il définit aujourd'hui son identité uniquement par rapport à la Shoah. Gil Milaeli, vous êtes historien, vous avez travaillé entre autres sur l'armée israélienne et la virilité. Vous êtes d'ailleurs un ancien officier de la marine israélienne. Aujourd'hui, vous êtes journaliste. J'ai annoncé que vous étiez correspondant de Haaretz à Paris. Vous m'avez dit que ce n'était pas le cas. Alors, vous êtes correspondant de quel journal? Je publie dans Yediot Ahronoth. Noam Ohana, vous êtes français d'origine, vous étiez étudiant à Sciences Po quand vous avez décidé de partir en Israël, c'était au moment de la deuxième intifada, vous avez pris la nationalité israélienne et vous êtes engagé dans les commandos. Vous publiez votre journal de guerre, alors j'ajoute que vous ne vivez plus en Israël aujourd'hui, vous vivez aux États-Unis où vous travaillez dans la finance, mais vous êtes toujours resté proche de votre commando, comme vous dites, et d'ailleurs vous y faites des périodes encore aujourd'hui et régulièrement. Avirama Golan, vous êtes romancière à succès en Israël. Vos deux romans, Les Corbeaux et Signes de vie, ont rencontré un large public. Ils n'ont pas encore été traduits en France. Malheureusement. Mais ils ont été traduits en Allemagne, je crois, en Italie déjà. Oui, alors vous, en revanche, vous écrivez dans Haaretz. Oui. Oui. Shlomo Sand, vous faites partie de ceux qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux historiens israéliens qui remettent en cause les fondements de l'historiographie officielle de l'État d'Israël. Vous avez publié Les mots et la terre, les intellectuels en Israël et comment fut inventé le peuple juif, de la Bible au sionisme, qui vient de sortir en Israël, dont on parle énormément, qui fait scandale, il faut bien le reconnaître, et qui sortira en France en septembre. Alors on parlera de beaucoup de choses au cours de cette soirée, mais avant le soir 3, il y a une question que je voulais vous poser. On parle beaucoup de l'anniversaire, du 60e anniversaire de l'État d'Israël en France. Est-ce qu'on en parle autant en Israël? Est-ce que des célébrations sont prévues? Et vous-même, comment pensez-vous qu'il faut fêter ces 60 ans d'existence de l'État d'Israël? Why do you look at me? Ah, je vous regardais comme ça, mais look at Shlomo, he's an historian. Lui, il est historien. Par rapport avec cette tendance de célébrer les passés en France, rien à voir. C'est-à-dire, c'est beaucoup moins gai. C'est-à-dire, si j'essaie de les comparer à la 200 ans de la Révolution française, rien à comparer. C'est-à-dire, devant les 60 années de création de l'État d'Israël, il y a un phénomène que je n'arrive pas encore à comprendre.
je ne dis pas un sentiment d'échec exactement, mais quelque chose qui n'a pas réussi vraiment. C'est chez les élites, je dis. Donc, bon, tout est préparé pour la célébration, on commence par là, mais il n'y a pas ce sens de victoire. C'est-à-dire, on a créé un État, ça va bien, on va continuer. Je crois qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à expliquer et ni arriver à comprendre, mais qui n'est pas clair devant cette... Une certaine tristesse, si j'ose dire, parce qu'il y a une grande différence entre l'État et les citoyens. C'est-à-dire la plupart des Israéliens ne sont... Je pense que c'est une certaine tristesse de vieillir tout d'un coup. C'est-à-dire que, comme je le vois, les Israéliens, l'Israël, la société israélienne était toujours comme un petit garçon très charmant, avec un avenir bon. Charmant, bon. J'accepte l'analyse, mais pas le genre. Très bien. Bon, c'était le petit garçon de l'Europe, de l'Amérique, avec une histoire longue de vieux, de grands-pères, grand-mères, mais un petit garçon. Tout d'un coup, ce petit garçon est vieilli. Et en regardant dans le miroir, on voit quelque chose de très triste, les guerres. La peur, l'avenir qui n'est pas certes. Et c'est ça, c'est plutôt la tristesse. Voilà. Il faut dire aussi que dans ce sens-là, Israël fait partie de l'Occident. Je ne connais pas beaucoup de sociétés très heureuses et très optimistes en Occident. C'est toujours très difficile d'inventer des fêtes civiles. Les fêtes religieuses sont structurées, il y a des rituels. C'est très difficile d'inventer des choses, de créer une gaieté, des festivités qui existent depuis 40, 50 ans. Donc l'État essaye de mettre un petit peu de la joie, de créer des événements. Mais ça ne colle pas. Là, je ne pense pas qu'il y ait une spécificité israélienne. Je pense que s'il y a quelque chose, ça montre à quel point la société israélienne, quoique au cœur du Moyen-Orient, fait partie de l'Occident. All of the above. Tout ce qui vient d'être dit, plus ceci. Je crois qu'un anniversaire de 60 ans, c'est très artificiel. Est-ce qu'il y a une différence entre 59e et un 61e anniversaire? C'est une date, peut-être, le manque d'individualisme. On vient de dire qu'on est en train de vieillir, donc 60 ans, pourquoi pas. Mais une nation qui a quoi, 4000 ans? Une en plus. Et une nation qui a 60 ans, une en plus, et moi, c'est pas important. Donc ça compte plus, ce qui compte plus, c'est les émotions. On a l'impression que c'est une vieille dame de 4000 ans, et puis en même temps, elle a tous les complexes d'une jeune fille de 60 ans. Donc on a toutes les maladies de l'ancien âge, et puis en même temps les maladies de l'adolescence. Mais si j'essaie de reprendre ce que Gilles décrivait, cet impact, cette tristesse, cette impression qu'il manque quelque chose, que ça aurait pu être différent, qu'on aurait pu se réconcilier, d'un autre côté, c'est pas seulement triste, c'est une invitation, c'est une opportunité à réaliser. Je ne connais pas d'autres sociétés en Occident où il y ait de telles attentes intérieures si élevées comme en Israël. Et donc, c'est triste peut-être, mais peut-être que c'est le début d'une nouvelle joie. Il est optimiste quand même. Je trouve ça assez curieux parce qu'en fait, on se pose la question, et 60 ans c'est court, c'est un état très jeune. Pourtant, on se pose la question un peu comme on se la poserait pour une personne âgée qu'on a dans sa famille. Quand elle a 70 ans, alors on se dit, 70 ans, eh ben, on aimerait bien que ça aille jusqu'à 80 et peut-être 90 et on a envie de les garder. Et donc, dans le fait même qu'on se pose cette question et qu'on s'y intéresse de cette manière-là, je pense qu'il y a quand même un problème de la pérennité de l'État d'Israël. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est vraiment sûr que dans 60 ans, on célébrera encore cet anniversaire? Parce que sinon, je ne pense pas qu'on se poserait la question avec tant de gravité, 60 ans. Et alors, il y a plein d'États qui fêtent
qui fête, je ne sais pas, peut-être que dans 60 ans, on fêtera l'anniversaire de l'indépendance du Kosovo et que aucun organe de presse ne s'y intéressera plus que ça, j'espère. Sauf si, dans 60 ans, le Kosovo est toujours en guerre avec la Serbie. Exactement. Vous avez l'air d'oublier Voilà. tous que ça fait 60 ans que vous êtes en guerre avec les Palestiniens. D'ailleurs, je voulais ajouter une chose. Nous ne sommes pas très jeunes parce que la plupart des États dans le monde sont plus jeunes que l'État d'Israël. Il ne faut pas oublier. Même si nous nous trouvons à Paris, la plupart des États dans le monde sont plus jeunes que l'État d'Israël. Pensez à tous les États qui ont été décolonisés, en particulier dans les années 50-60. Exactement. Donc il y a un grave problème avec cette célébration parce qu'il y avait de grands espoirs, surtout espoirs moraux avec cet État, une vision de monde socialisant, etc., des nouveautés. Tout ça aujourd'hui, d'ailleurs à propos d'Avirama, elle a dit qu'on était très jeunes, même charmants, garçons, et on est arrivé très vite d'être vieux. Une chose est une profondeur vraie, on n'est jamais devenu adulte, vraiment adulte. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire les conduits d'Israël face à le Proche-Orient n'est pas un conduit adulte, c'est-à-dire on n'a pas arrivé, c'est le plus important pour moi, cet État qui était né avec des réfugiés qui l'Europe les vomir, n'a pas arrivé de créer une vraie république israélienne. Qu'est-ce que vous appelez ne pas être adulte au Proche-Orient avec Par les pays exemple, pour moi c'est clair, c'est-à-dire reconnaître l'autrui, les droits de l'autrui en profondeur, savoir qu'ils nous sont venus là-bas et surtout appliquer les principes d'égalité entre tous les citoyens et en face des Palestiniens. Pour moi c'est essentiel. Comme tous les États qui nous entourent. Pas vraiment en fait. Pas vraiment. Vous Je savez, ne sais pas si par rapport au Proche-Orient, on n'a pas quand même atteint un degré de maturité il y a plein de choses qui sont encore à faire et qui sont imparfaites. Mais si vous prenez cette géographie, c'est quand même pas mal. Je pense qu'on peut se retourner. Non, j'essaie de me comparer à la France et pas à des autres États au Proche-Orient. Et je crois que le monde regarde Israël justement comme, soi-disant, une démocratie libérale. D'accord? Donc j'essaie de les comparer à la France, à la Grande-Bretagne, etc. Rien à comparer, à mon avis, au point de vue des principes civils. Mais la France n'est pas née la France. Elle a mis quand même très très longtemps à devenir cette république laïque. Sauf qu'on n'a pas le temps. I beg to differ, with your permission. Si vous le permettez. Israël a une double personnalité. D'un côté, c'est le maintenant, la dimension politique est très frustrante. On n'a pas pu remplir notre mission. On n'a pas pu remplir, réaliser les rêves des fondateurs de l'État, ni les rêves de nos enfants. Nous voudrions leur laisser un meilleur État. Mais en même temps, nous vivons non pas sur un calendrier politique, mais historique. Donc quand on mesure Israël par rapport à l'histoire générale ou des Juifs, c'est peut-être la meilleure génération que les Juifs aient connue depuis très longtemps, parce que la plupart des Juifs vivent dans un hémisphère démocratique, très peu vivent dans une sphère théocratique ou autoritaire. La très grande majorité des Juifs actuellement vivent soit en Israël, soit en Occident, et ça veut dire que depuis plus d'un siècle, les Juifs se sont réinventés. Et Israël, c'est Israël, et puis il y a une diaspora qui est très réussie. Et puis aussi Israël qui n'est pas encore parfaitement accompli, mais une souveraineté tout à fait réussie. Historiquement, c'est quand même un siècle extraordinaire. Oui, il reste encore des choses à faire avec la plupart de la société israélienne maintenant. Non, ça n'a rien à faire avec la société. La plupart de la société israélienne, plutôt, dont 20% sont arabes quand même. C'est-à-dire que pour la plupart des citoyens israéliens sont arabes. Voilà. Alors la situation, même philosophique que décrit maintenant Avram Burg du peuple juif, ça n'a rien à faire avec le sentiment qui a la plupart de la société israélienne. Maintenant, c'est une société qui pénible, blessée, une société qui vit dans une certaine de peur. Et c'est pas la peur de la guerre, mais c'est peur de demain, de ce qu'il va passer demain.
s'il va venir demain avec cette société. Parce que c'est vrai ce qu'il a dit, Shlomo, c'est exactement ça que je voulais dire. La vie quotidienne en Israël, comme une vie de famille, c'est jamais normal. C'était jamais normal, c'était jamais la vie d'un adulte qui commence la vie quotidienne normale. C'était où la jeunesse très très fraîche, très, si vous voulez, une jeunesse de promesses, ou bien ça, la tristesse, la peur, et une société qui est devenue individuelle, trop individuelle, qui est privatisée, trop comme à l'américaine, néolibérale, qui était une société d'ailleurs très socialiste, qui est devenue néolibérale à l'américaine, comme vous ne connaissez pas en Europe. Et ça, c'est un choc, quand même. Il y a une inquiétude que je partage avec la plupart des citoyens israéliens. L'inquiétude n'est pas seulement Iran et les conflits palestiniens, il y a une inquiétude profonde. Et d'ailleurs, votre livre, justement, met les doigts sur cette inquiétude. En 60 ans, je ne parle pas sur les rêves sionistes, je parle d'une réalité quotidienne que vous décrivez très bien dans le livre, une réalité raciste, quotidienne, c'est-à-dire l'autrui, si c'est un arabe, si c'est non-juif dans cet état, une inquiétude profonde que nous sommes 60 ans dans un paysage étranger et nous sentons dans ce paysage très étrange à tous les environs arabes. On ne s'est pas habitué au Proche-Orient. D'ailleurs, votre livre décrit ça très bien. Qu'est-ce qu'on est devenu? Une décomposition, si je peux me terminer comme ça, sociale et morale à la fois. Et vous êtes d'accord avec ça? Il y a une sorte, à une vitesse beaucoup plus profonde que le reste de l'Occident. Je suis d'accord que c'est un phénomène assez général dans l'Occident, cette décomposition sociale, cette... quelque chose qu'on ne comprend pas sur la nationalité auparavant, c'est-à-dire le républicanisme qui est en crise, etc. Mais en Israël, tout ça en vitesse beaucoup plus grande. Parce qu'il y a une hypothèque. Et l'hypothèque, c'est la guerre et les relations avec les Palestiniens. Le projet n'est pas condamné d'avance. Je pense que sans ces hypothèques, on peut faire évoluer cet État qui est vrai, aujourd'hui n'est pas en République, mais cet État peut évoluer. Le sionisme est très souple. La société israélienne est parfois trop souple. Elle change rapidement. Vous savez que célébrer ici, sur ce podium, 60 ans, j'aurais aimé aussi d'être avec un citoyen israélien arabe. C'est-à-dire, nous sommes ici 4 Israéliens, avec un Israélien arabe, parce que 20% sont des Arabes, donc il fallait... Pardon ? Mais ça aurait été un autre débat, et c'est pour ça que c'est le problème que se posent aujourd'hui les Juifs israéliens. C'est ce débat-là qu'on a voulu faire. L'État s'est défini comme État des peuples juifs. Justement, il continue à se sentir comme que l'État lui appartient, mais on célèbre ici 60 ans d'existence d'un État. État d'Israël, pas État des peuples juifs dans le monde. Mais vous croyez que les citoyens arabes israéliens fêtent les 60 ans de l'État d'Israël? C'est ça, le grand problème. Ils doivent fêter. Ils doivent fêter, sinon il n'y aura pas... Cet État ne va pas exister si on n'arrive pas un jour... Il ne la fête pas, peut-être, mais il ne veut pas la quitter. Bien sûr il ne veut pas être annexé aussi. Ils sont nés là-bas avant nous. Non, d'accord. Non, je parle pas. Non, je parle pas d'un voyage. Même. Oui, mais là, on a le droit de finir ses phrases. Quand vous finirez vos phrases, moi je serai prêt. Non, il n'y a pas de problème, mais essayons de faire en France comme les Français plutôt que si on était en Israël. Quand j'essaie de comprendre les différences entre vous et moi-même, d'un côté, il y a deux côtés peut-être. Je crois qu'il y a un paradigme qui est peut-être étrange pour les autres. Pour les Israéliens et moi-même, eh bien moi-même, y compris, nous avons une personnalité double. D'un côté, je suis un Israélien, j'ai besoin de mes militaires, de mon système, mon armée. Demain me préoccupe ce qui se passera. Nous avons cette inquiétude constante dans l'histoire du peuple juif, et puis aussi je suis un juif. Pendant longtemps, je n'ai jamais eu d'État, d'armée, et donc je me réjouis de l'avenir.
Donc la partie de moi-même qui se réjouit de demain, c'est le juif. J'ai vécu 2000 ans, je suis prêt à vivre encore 2000 ans. C'est très difficile d'écouter et de parler en même temps. Donc, une petite minute seulement. En ce qui concerne les affaires internes de la société, nous avons des défis qui se posent à nous. Et une chose qu'on n'a pas réussi, c'est qu'en tant que juifs, c'est qu'il y a 2000 ans, nous avons promis aux minorités de nous comporter de manière différente que comme on s'était comporté avec nous. Et on ne l'a toujours pas fait. Et est-ce que c'est un échec qui peut être dépassé? Non, c'est un défi qu'on peut relever. Vous avez une minute. Non, parce que je pense, Avram Bourg, toi, tu as trouvé une solution géniale. Parce que tu vis en Israël comme israélien, mais tu vis aussi comme un juif errant, un juif cosmopolite, et tu as un autre passeport qui est le passeport français. Alors là, c'est une solution qui n'est pas la mienne, qui n'est pas Shlomo. C'est une solution à part. J'ai trois personnalités. Je suis un être humain, je suis juif et israélien. Je vous interromps parce qu'il y a le journal de Marie Drucker qui va commencer, mais on reprend ce débat juste après. C'est à vous, Marie. Voilà, dans un instant, les titres que nous allons développer sont les suivants. On nous demande de la mort de Chantal Sébir. Le gouvernement n'exclut plus de réfléchir, de prendre en compte les cas exceptionnels de demande d'euthanasie. Nous verrons précisément ce que ça signifie. La situation au Tibet, bien entendu, et puis nous parlerons de mai 68 avec un peu d'avance, quoique, puisque le mouvement dit du 22 mars, c'est là que vraiment le mouvement a pris sa genèse, et nous y reviendrons avec Alain Gesmar. Il était à l'époque aux côtés de Daniel Cohn-Bendit, il est notre invité. Quant à nous, on va continuer d'explorer les problèmes, les débats qui traversent la société israélienne, et ils sont nombreux. On se retrouve juste après le Soir 3, présenté par Marie Drucker. Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir 3. Voici les titres de votre journal. Au lendemain de la mort de Chantal Sébir, le gouvernement entrouvre une porte et n'exclut plus de prendre en compte les cas exceptionnels de demande d'euthanasie, même s'il affirme que la loi Leonetti de 2002 répond à presque tous les cas de figure. Chantal Sébir réclamait le droit de mourir avec l'aide d'un médecin. On ne connaît pas encore les circonstances exactes de son décès. L'appel de Condoleezza Rice à la retenue au Tibet, la Chine reconnaît pour la première fois depuis le 10 mars avoir donné l'ordre de tirer, alors qu'au Tibet, les opposants au régime de Pékin parlent d'une centaine de morts depuis le début de la répression de leurs manifestations. Les troupes américano-britanniques n'ont mis que quelques semaines pour destituer Saddam Hussein, mais 5 ans après le début de l'offensive, le conflit s'enlise, exécutions et enlèvements, le pays est moins sûr que jamais, en particulier pour les journalistes. C'est le dossier de la rédaction. Et puis bientôt le mois de mai et les 40 ans de 68, un mouvement qui a débuté quelques semaines plus tôt, en mars, à la fac de Nanterre. L'un des acteurs de ce mouvement dit du 22 mars, Alain Gesmar, publie son témoignage de ces événements perpétuellement commentés depuis 40 ans. Il répondra sans détour à nos questions. La mort hier soir de Chantal Sébir, dont je le rappelle, on ne connaît pas encore les circonstances exactes, accélère le débat sur l'euthanasie. Depuis des mois, cette femme de 52 ans, atteinte d'une maladie incurable et très douloureuse, souhaitait mourir avec l'aide d'un médecin. Aujourd'hui, le gouvernement n'exclut plus de prendre en compte les cas exceptionnels, même s'il affirme que la loi Leonetti de 2002 apporte une réponse dans la quasi-totalité des cas. Amélie Deloy. Sa souffrance avait ému la France entière. Chantal Sébir voulait qu'on l'aide à mourir. Elle s'est éteinte hier soir seule à son domicile. On ne connaît pas encore les causes de sa mort, mais c'est la fin d'un long calvaire que la plupart de ses voisins avaient découvert à la télévision. Ce matin, on saluait la dignité de son combat, mais certains avaient du mal à contenir leur colère. La cause de son combat était noble. Je pense que c'est tragique de terminer comme ça. Elle s'est vraiment battue. C'est assez aberrant. On n'a pas le droit de dire ça aux gens, de leur dire non, vous mourrez pas, vous souffrez, bah tant pis quoi, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Bah non, c'est pas vrai quoi. Atteinte d'une tumeur incurable qui lui infligeait des souffrances insupportables, Chantal Sébir avait voulu faire de son combat un exemple. Elle attendait beaucoup des hommes politiques, mais refusait leur compassion. Tout ce que je reçois comme écrit à la maison va dans le sens de la demande d'évolution de cette loi. Faisons un référendum et demandons au peuple ce qu'il en pense.
pour sa mémoire, j'aimerais que le débat s'engage, qu'il y ait une réflexion et que la réflexion amène peut-être une position sur l'exception de l'euthanasie. Et depuis ce matin, le débat semble relancé. Des voix s'élèvent pour réclamer un aménagement de la loi Leonetti sur la fin de vie, qui, si elle permet de traiter 95% des cas, en laisse encore certains en souffrance. Il faut donc que nous créions une formule d'exception, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas d'autre solution pour une personne qu'une assistance médicale à mourir, elle lui soit apportée. Et je préconise qu'on crée une haute autorité morale qui permettrait d'examiner au cas par cas ces situations. Et ce soir, le porte-parole du gouvernement reconnaît qu'il faut prendre en charge les cas les plus douloureux quand la loi ne s'applique pas. Une loi qui pourrait être aménagée. Hier, le Premier ministre a demandé à Jean Leonetti de lui faire des propositions pour remédier aux éventuelles insuffisances de la loi qui porte son nom. Une autre histoire dans une autre famille, celle d'Hervé Pierrat, qui a passé 8 ans dans le coma après une tentative de suicide. En novembre 2006, ses parents ont décidé en toute légalité de mettre fin aux soins palliatifs qu'ils recevaient. Ils ont alors assisté pendant 6 jours à l'agonie, disent-ils, de leur fils. Et aujourd'hui, des questions demeurent. Reportage Marc Dana, Sibylle Bromberg. Ce bâtiment désaffecté de Saumur a marqué à jamais le destin de Paul et Daniel Pierrat. Ici, en 1973, est né leur fils Hervé. 20 ans plus tard, Hervé a voulu se suicider. Son père, alors pompier, parvient à le réanimer, mais Hervé restera plongé dans le coma pendant 8 ans. Ironie du destin, la maternité est devenue centre de soins de longue durée. Hervé va y finir sa vie là où il a vu le jour. Je voyais son corps se dégrader, se rétracter, adopter des positions viciées, fétales, et plus cela s'accentuait et plus notre désir était prégnant, c'est-à-dire au secours, il faut libérer notre enfant de cet enfermement. Après 7 années de souffrance, la famille Pierrat suit de près l'affaire Imbert, puis attend beaucoup de la loi Leonetti. Ce droit au laisser mourir, ils vont y faire appel. Mais pour son application, ils devront attendre 15 mois de plus. Le 6 novembre 2006, la sonde gastrique d'Hervé est retirée. S'en suivront 6 jours et 6 nuits d'agonie, de fortes convulsions